The better part of the man is soon plowed into the soil for compost. By a seeming fate, commonly called necessity, they are employed, as it says in an old book. Dominique Warfa, c'est un grand nom de la littérature belge francophone et plus spécifiquement encore de la science-fiction belge. Le recueil Lagune morte et autres nouvelles est édité par Espace Nord, qui valorise le patrimoine littéraire belge francophone. Ce recueil dresse un panorama de l'œuvre de Dominique Warfa à travers 17 nouvelles parues entre 1977 et 2022, soigneusement choisies parmi un foisonnement créatif d'un demi-siècle. Prolixe, l'auteur est également critique et essayiste. Électron libre au sein d'un genre littéraire pluriel, il explore les territoires tout en conservant de grandes thématiques et des questionnements récurrents autour de la dimension temporelle, de la réalité virtuelle et de la physique quantique. La question de l'avenir de l'humanité et de son rapport à l'environnement occupe également une place importante dans ses explorations de l'imaginaire. Avec Dominique Warfa, nous parlons de son œuvre, des littératures de l'imaginaire belge francophone et de leurs spécificités, et nous parlons aussi beaucoup d'écriture, d'inspiration, d'univers. Bonjour Dominique. Bonjour Tara. Est-ce que vous pouvez, un petit peu pour commencer, nous parler de la science-fiction belge francophone dont vous êtes un représentant? Quelles sont un petit peu ses caractéristiques, ses noms, dans les grandes lignes, puisque je pense qu'il y a beaucoup à dire. Ma foi, oui. Encore que l'aspect science-fiction de l'imaginaire belge n'est pas celui qui est très souvent celui qui est mis en avant le plus souvent. À l'heure actuelle, pourtant, un certain nombre d'auteurs travaillent bien, des auteurs jeunes d'ailleurs, dont une bonne partie de dames. Mais de la science-fiction pure, telle qu'on en trouve aux États-Unis ou encore en France, il y en a beaucoup moins. L'imaginaire belge, depuis très longtemps, est considéré comme étant essentiellement constitué du fantastique. On peut citer Jean Ray, Thomas Owen, Gérard Prévost, Jean-Baptiste Barognan. Donc la science-fiction a dans cet univers-là parfois un petit peu de mal à émerger en tant que tel. Mais de mon point de vue, c'est pas spécialement gênant. On mélange les genres et c'est très très bien comme ça. Parmi les auteurs actuels, par exemple, une des plus grandes plumes, en tout cas des plus intéressantes, est un auteur qu'on qualifierait de fantasy, à savoir Stéphane Plateau, dont le cycle du Sentier des Astres paraît aux éditions des Moutons électriques et qui quelque chose d'absolument fabuleux avec un syncrétisme entre les sociétés et les religions absolument remarquable. Ça, c'est un point. Katia Lanero Zamora, liégeoise comme moi, vient de publier chez ActuSF un diptyque qui est une sorte, mais pas tout à fait, d'Uchronie reprenant son histoire familiale, à savoir la guerre civile espagnole. Et voilà, on pourrait encore en citer d'autres, Anne-Sophie de Vries, par exemple, avec les biotanistes chez ActuSF également. C'est un peu difficile de dresser une liste comme ça ex abrupto. Il y a eu d'autres auteurs, dont des auteurs très populaires tels qu'Alain Debussy, décédé malheureusement depuis déjà un moment, qui publiait lui au Fleuve Noir une science-fiction très classique, très populaire, mais ma foi avec un bon créneau. Et voilà à peu près. Je ne veux pas me mettre en avant, mais le fait que Espace Nord ait publié mon recueil voici maintenant quelques mois, c'est le témoin quand même du début d'une certaine reconnaissance de l'existence de la science-fiction belge par ce qu'on appelle généralement les institutions. Espace Nord serait quand même la collection patrimoniale de la littérature belge. Et voilà. Je ne sais pas si ça répond entièrement à la question. Mais tout à fait. Il va d'ailleurs y avoir un livret pédagogique autour de votre
de votre recueil Lagune morte. Est-ce que vous pouvez en dire un petit peu plus? En quoi cela va consister pour vous et pour la science-fiction belge francophone? L'aspect pédagogique. Oui. Ma foi, j'ai été mis au courant par la bande, enfin, j'exagère dans la mesure où on en avait parlé, mais on vient de me demander une photo pour illustrer le livret pédagogique en question. Espace Nord fait ça assez régulièrement pour un certain nombre de ses titres, ma foi, c'est à la fois, comment dirais-je, valorisant pour l'ego de l'auteur, mais aussi intéressant pour la diffusion de son écriture auprès d'un public qui n'est pas nécessairement celui qui suit la collection ou qui suit le genre en particulier. Donc, je trouve ça intéressant. Si ça peut en plus susciter d'autres questions, peut-être d'autres entretiens, d'autres interventions autour des textes, ça ne peut qu'être absolument bénéfique pour tout le monde. Gagnant-gagnant, comme on dit. Donc, à la fois pour l'auteur et pour ses lecteurs. Mais je ne peux pas dire beaucoup plus sur la manière dont cet aspect pédagogique va être mis en place parce que c'est en confection pour l'instant et moi je ne suis pas au courant de tous les tenants et aboutissants. D'accord, ce sera à suivre alors pour voir comment justement... À suivre, oui. De toute manière, sur le site web d'Espace Nord, il y a une partie qui est réservée pour une part au catalogue de la collection, mais pour une autre part à cet aspect des livrets pédagogiques qui sont déjà en eux-mêmes une collection parce que il y en a quelques titres fort intéressants. Mais en général, on a plutôt mis en avant jusqu'à présent des auteurs classiques participant de la littérature belge francophone. Et donc le fait que, tout comme dans la collection principale d'ailleurs, des auteurs et vivants et contemporains, oui c'est peut-être un peu redondant, qui apparaissent, ça c'était quelque chose de tout à fait positif et bénéfique. Hein. Et ça fait déjà un petit temps maintenant que le comité de sélection d'Espace Nord privilégie, à côté des rééditions d'auteurs classiques, comme Georges Eckhout par exemple, encore tout récemment, l'apparition d'auteurs tout à fait contemporains et d'un grand nombre d'autrices également. Oui, ce qui permet de donner une véritable diversité accès à cette diversité littéraire. L'apparition du genre science-fictif dans une littérature jusqu'à présent très classique, mais qui a su aborder de temps en temps un peu de polar, un peu de fantastique, du surréalisme, enfin bref, tout ce qui fait un peu la structure de la littérature belge et qui la différencie parfois de la littérature française ou francophone en général, c'est ce mélange de genres différents qu'on retrouve parfaitement dans la collection. Et on va parler un petit peu de vous, plus spécifiquement. Oui. Maintenant, vous écrivez, si je ne m'abuse, principalement des nouvelles. En tout cas, oui. Lagune morte est un recueil de nouvelles de longueur et ambiance très différentes. Qu'est-ce qui vous plaît en particulier dans ce genre? Pourquoi vous êtes-vous spécifiquement dirigé vers la nouvelle? Alors, il y a plusieurs raisons. On va évacuer tout d'abord le fait que je n'ai jamais réussi à terminer un roman, quoique j'en ai commencé plusieurs. Mais ce n'est pas ça le choix. Le choix, c'est la science-fiction, dans la mesure où la nouvelle est une partie très importante de l'imaginaire et de la construction de l'écriture et de l'esthétique de la science-fiction. À peu près tous les grands auteurs, même ceux qui par après ont écrit d'énormes romans ou des romans qui sont devenus des chefs-d'œuvre du genre, ont commencé par écrire des nouvelles. Et ça ne signifie pas qu'il faut commencer par là pour faire autre chose après. On peut très bien se contenter d'écrire des nouvelles, c'est ce que je fais. Pourquoi? Parce que c'est un petit peu un défi à chaque fois, où il s'agit de construire, comme disait Philippe Dick, un univers qui ne s'effondre pas tout de suite, d'y mettre des personnages et d'y installer un récit qui va être
complet en tant que tel. C'est-à-dire pas ce qui pourrait être un chapitre d'un roman, non. Un récit qui a un début, un milieu et une fin, certes, mais qui se suffit à lui-même et qui développe une idée, une vision du monde, la manière dont les personnages réagissent à l'univers mis en place, et tout ça en une taille qui, effectivement, vous l'avez souligné, peut être diverse, courte nouvelle ou novella déjà assez longue, mais qui se referme sur elle-même et qui ne nécessite pas un investissement de la même manière qu'un roman de 500 pages, sans décrier du tout les romans de 500 pages. Moi, c'est ma longueur préférée. Alors, j'ai, paraît-il, tendance à écrire des nouvelles qui, de temps en temps, deviennent un peu longues. Certains de mes éditeurs l'ont déjà fait remarquer. Je ne suis pas l'écrivain de choses très très courtes. 10 feuillets, c'est vraiment très très court. C'est trop court pour moi. En revanche, ce que les Américains, je viens de le citer, ce terme appellent la novella, c'est un texte qui est plus ou moins entre la petite nouvelle et le court roman déjà, voilà. Et m'étant installé dans ce genre d'univers, je m'y sens bien et j'ai continué à écrire de la sorte. Ça permet également de varier ses approches, plutôt qu'écrire 10 bouquins sur le même thème, et de changer un peu de style aussi, de mettre en scène des personnages différents chaque fois qu'on aborde un nouveau texte, des thèmes également, et des univers différents. Voilà un peu pourquoi la nouvelle. Alors, si Espace Nord a recueilli celles qui sont au sommaire de Lagune Morte, c'est parce que, ben oui, il y a que ça. Chez Dominique Poirefin, que des nouvelles, voilà. Donc, on a fait un tri, bien sûr. On a choisi, pas seulement moi, mon préfacier, Nicolas Stettenfeld, il a été pour beaucoup, et puis tout ça a été validé par le comité. Voilà, l'histoire du recueil et l'histoire de ce que j'écris en général. Tantôt dans des revues littéraires dédiées au genre, tantôt dans des anthologies consacrées à l'un ou l'autre thème. Le dernier texte que j'ai écrit et qui s'intitule Sur des longueurs océanes figure au sommaire d'une anthologie des moutons électriques qui est sortie il y a pas très longtemps, qui s'appelle Solar Punk vers des futurs radieux, et où on a décidé que à rebours des dystopies qui font fureur depuis quelques années dans le genre et à la télévision et au cinéma, on allait écrire des textes qui seraient un peu optimistes sur l'avenir du monde et qui seraient marqués d'une empreinte écologique forte, mais pas pour décrire nécessairement un effondrement. Oui, qui prend un petit peu à rebours la tendance générale dans les littératures de l'imaginaire, en tout cas en ce moment, d'un futur catastrophique. C'est ça, le catastrophisme est présent déjà depuis plusieurs années, il a toujours été présent, on ne va pas se leurrer. La science-fiction est évidemment le genre par idéal pour décrire ce genre de phénomène, et un auteur tel que le Britannique James Ballard, au début de sa carrière, en avait fait sa tasse de thé, si j'ose dire, en décrivant des futurs abominables, souvent au plan climatique d'ailleurs, des sécheresses, des tornades, etc., etc. À l'heure actuelle, c'est devenu un peu trop, comment dirais-je, fréquent. Et malheureusement, étant donné le monde dans lequel nous vivons, il n'est pas vraiment nécessaire tout le temps. Attention, il est bon d'attirer l'attention du lecteur sur certains phénomènes, mais il n'est pas nécessaire tout le temps de lui mettre le nez dans la catastrophe à venir. Mais imaginez que l'humanité peut s'en sortir d'une manière ou d'une autre, ou inventer un futur différent de celui que nous sommes en train de nous construire. Ça, c'était bien. C'était bien, je trouve que ce recueil est important. Et il arrive en édition française après quelques années où le genre, qu'on a donc baptisé Solar Punk,
sur la construction du cyberpunk de naguère, existe dans d'autres pays depuis plusieurs années, du Brésil aux États-Unis. Donc, il était temps que les écrivains francophones s'y mettent. Et vous le Voilà. disiez précédemment, vous jouez beaucoup sur les styles, les ambiances, les narrations. Enfin, il y a une grande pluralité, diversité dans votre, en tout cas dans ce recueil. Est-ce que c'est justement lié à votre envie d'explorer différents chemins que vous permet la nouvelle, ou est-ce que c'est un petit peu votre signature tout court? Pourquoi cette grande diversité dans votre écriture? La première réponse, c'est que la diversité vient un peu de l'évolution aussi de l'écriture. Lagune morte, où les textes sont classés chronologiquement, suivant leur date d'écriture, c'est à peu près dans les 50 ans d'écriture. Alors, je n'écris pas beaucoup. Mais enfin, voilà, je n'écris plus en 2024 comme j'écrivais en 1974. D'autre part, oui, il y a cette envie d'aborder les choses de manière différente. On peut déjà le faire simplement par le sujet que l'on choisit, mais c'est bien aussi de doubler le sujet par une approche stylistique qui lui soit reliée assez profondément. J'ai toujours trouvé qu'on ne devait pas séparer fond et forme. Et certains autour de moi vous expliqueraient qu'au début, j'étais fort influencé par les littératures expérimentales et que j'ai écrit des textes qu'on pouvait qualifier avec tous les guillemets possibles d'éclatés, et que désormais, je pratiquais une narration plus fluide, plus facile à suivre peut-être, enfin bref, voilà. Mais moi, il me semble en tant qu'auteur, mais l'auteur n'est pas nécessairement toujours son meilleur commentateur, il me semble que je continue à utiliser des approches différentes. Et ma foi, tout tourne quand même toujours autour du noyau dur et du cœur de la science-fiction en elle-même. Et diversifier les approches permet de diversifier la manière dont la science-fiction répond un petit peu à ce qu'on attend d'elle. Alors en deux mots, puisqu'il y a des discussions entre spécialistes sur la définition du genre, en deux mots quand même, nous vivons dans un monde. C'est pas seulement le monde physique mis autour de nous, le trottoir ou les nuages, etc. C'est le monde en tant qu'univers. Et le monde en tant qu'univers, c'est plein d'énigmes. La science essaye de résoudre petit à petit, avec ses moyens, un certain nombre de ces énigmes. Mais elle le fait évidemment de manière, c'est redondant aussi, scientifique, accompagnée d'une certaine technologie qui peut être bonne ou mauvaise, on en discute. La science-fiction, elle, c'est la vision esthétique, poétique de la science. Et toujours au cœur d'un texte de science-fiction, j'allais dire d'un vrai, mais bon, ça n'a pas beaucoup de sens, mais de ce qui distingue la science-fiction d'autres choses telles que le fantastique ou la fantasy, toujours il y a cette interrogation et la réponse esthétique que le genre essaye de donner aux énigmes de l'univers. Sans se prendre trop au sérieux non plus, bien entendu. Et donc, voilà aussi pourquoi j'écris des choses différentes de manière différente, parce qu'il y a toujours plusieurs manières d'expliquer les choses, je pense. C'est une belle définition que vous donnez de la science-fiction et par extension de votre propre science-fiction, puisque vous vous inscrivez pleinement dans ce que vous venez de donner comme définition avec votre écriture. Je l'espère. On le croit un peu autour de moi puisqu'on publie, donc ça n'est pas fait en dépit de tout. C'est fait avec un certain retour. Je n'oserais pas dire un certain succès, mais un certain retour de la part d'éditeurs d'abord, que je salue parce que ce sont aussi des partenaires avec lesquels on travaille sur un texte avant qu'il soit publié.
de lecteurs surtout, qui diffusent le plus possible les textes en question. Oui, c'est peut-être une belle définition, mais je sais qu'on en a fait tellement que la mienne n'est pas la seule. Hein. Il suffit d'ouvrir des ouvrages théoriques sur l'histoire ou les thématiques de la science-fiction pour trouver des citations de nombreux auteurs qui ont chacun à peu près leur propre définition du genre. Moi, ce qui m'intéresse, c'est, comme je viens de le dire, ce qui différencie le genre. C'est peut-être une définition en creux aussi, hein. À part la vision poétique de la science, c'est aussi une vision en creux, c'est-à-dire ce qui différencie fondamentalement la science-fiction d'autre chose. Ce n'est pas du polar, ce n'est pas du fantastique, ce n'est pas de la littérature générale, ce n'est pas de la fantasy qui a beaucoup de succès, très mérité quand il s'agit de Stéphane Plateau que j'ai cité tout à l'heure. Voilà, c'est autre chose. Et cette autre chose, pour certains, n'est pas toujours quelque chose de facile à définir. Et je pense que cette vision d'un genre littéraire comme réponse à l'énigme qui nous entoure, c'est pas mal. Et vous disiez ne pas écrire beaucoup. Qu'est-ce qui déclenche chez vous l'envie d'écrire un texte et cette construction? Comment travaillez-vous un petit peu, surtout si vous n'écrivez pas beaucoup? J'ai jamais été écrivain à temps plein, donc d'une part, ceci explique cela. Cela dit, j'ai quelques camarades qui ont eu aussi une vie professionnelle très remplie et qui ont pourtant écrit beaucoup plus de pages que moi. Maintenant, donc à dire que je me disperse parfois un petit peu. La première explication sur le volume restreint, c'est que j'ai aussi fait pas mal de critiques, de recherches, de théories sur la science-fiction générale, sur la science-fiction belge en particulier. J'ai tenu des chroniques dans la presse et des choses comme ça, voilà. Quant à l'écriture et à son déclenchement, c'est fort divers également. Ça peut être un article dans une revue de vulgarisation que je lis beaucoup. Ça peut être une discussion, ça peut être l'envie de rebondir sur quelque chose qu'on entend et que l'on juge mal expliqué ou tout à fait à côté de la plaque. Ça peut être aussi tout simplement l'envie de raconter une belle histoire, de s'immerger dans un univers. Et je peux vous raconter une expérience assez récente. Il existe un auteur français, Michel Demuth, qui a été un grand auteur de science-fiction français, décédé depuis assez longtemps malheureusement, qui a été aussi un grand éditeur. C'est lui qui a fait traduire Dune, non, qui a traduit Dune quand la version française est arrivée. Donc le roman, pas le film. Hein. Oui, j'imagine. Et qui avait créé un cycle, une sorte d'histoire du futur, comme un certain nombre d'écrivains de science-fiction Emma en écrit. Il s'appelait Les Galaxiales, et que son décès l'a empêché de terminer. Et il y a 3 ou 4 ans, avec l'éditeur Le Bélial, quelques auteurs et surtout un anthologiste qui a aiguillonné tous les auteurs, ont décidé de clôturer le cycle parce que Demuth avait écrit un schéma de son histoire du futur en donnant déjà des titres à des nouvelles qu'il n'avait jamais écrites. Et donc on s'est réparti les textes, ou plus exactement leurs titres, et on s'est immergé dans l'univers de Michel Demuth pour essayer de continuer ce qu'il avait fait, mais avec notre propre sensibilité, bien entendu. Et ça a fait un gros recueil, gros, hein. Alors là, plus gros que la Lagune morte, qu'on trouve, qui s'intitule donc Les Galaxiales et qu'on trouve assez facilement. Et voilà, c'est une expérience. Hein. D'un autre côté, on se met dans son coin, maintenant devant son clavier d'ordinateur, et on jette quelques idées sur l'écran. Et puis on voit si ça se goupille, si ça va bien ensemble, si je vais encore reprendre l'expression de Dick, mais si ça ne s'effondre pas tout de suite, il faut quand même que ce soit, voilà, quelque chose à ajouter à la définition de la science-fiction, il faut que ce soit logique, rationnel, donc exclure le fantastique pur, et rationnel et logique. Il faut que les choses se tiennent,
qu'on ne jette pas n'importe quelle idée n'importe comment, sans imaginer comment tout cela peut fonctionner de belle manière, sans qu'il y ait des trous dans la narration, par exemple, ou qu'une idée soit jetée et puis abandonnée en cours de route. Il y a beaucoup de travail. Ce n'est pas parce qu'un texte ne va faire que 80 feuillets au lieu de faire 500 pages qu'il n'y a pas beaucoup de travail, entre autres de structure derrière. Et cela dit, ça n'empêche pas qu'une nouvelle, un jour, peut décider de s'étendre et de devenir autre chose. C'est ce que j'essaye de faire de temps en temps. Jusqu'à présent, j'y suis pas parvenu, mais j'ai derrière moi des éditeurs qui me poussent, et enfin un roman qui sort. C'est quelque chose que vous avez envie d'essayer à nouveau, puisque tout à l'heure vous disiez que vous aviez essayé, mais que oui, préfériez la nouvelle. Oui, parce que je crois que j'ai écrit 2 ou 3 nouvelles d'assez grand format d'ailleurs, comme Le Danseur absolu ou Plongée profonde par exemple, qui était un des rares gros space opéra que j'ai écrit. Qui mériteraient de voir leur univers se développer un petit peu davantage. Et en ce qui concerne Le Danseur absolu, qui est un texte qui tourne autour de l'idée de la personnalité artificielle, où on implante une personnalité reconstituée dans l'esprit d'un danseur plutôt médiocre pour qu'il devienne une star du ballet. Évidemment, ça marche mal, hein, parce que sinon il n'y aurait pas d'histoire. Et celui-là, il va sans doute donner lieu à une suite parce que il y a d'autres choses à écrire. Et quand on écrit un texte, qu'on lui donne une suite et puis qu'on voit que ça peut continuer, ben ça pourrait finalement donner un gros manuscrit. Oui, il peut prendre sa vie propre oui. et se développer par lui-même. Oui, parce que c'est un lieu commun de dire de la part d'un écrivain que le texte vit sa vie, mais c'est vrai dans la mesure où, sinon, on n'aurait aucune raison d'y revenir 10 ans après l'avoir écrit, par exemple. Or, pour moi, c'est ce qui se produit de temps en temps. À côté de ça, il y a tous les autres textes qui demandent aussi qu'on les écrive. Donc, c'est un peu ça, sans doute, que s'investir dans une écriture à long terme comme un gros manuscrit, je n'y suis pas encore parvenu. Voilà. Il y a toujours à un moment donné autre chose qui vient s'en mêler et on abandonne le gros manuscrit. Voilà. Et vous êtes donc vous êtes bien sûr auteur, mais vous le disiez tout à l'heure, vous êtes également critique et essayiste. Est-ce que cette pluralité des casquettes, si on peut dire, vous a apporté quelque chose de particulier, que ce soit dans votre travail d'écriture ou dans votre travail de critique? Est-ce que tout ça, c'est un petit peu nourri? Nourri l'un de l'autre, sans doute, certainement même. Et au départ, il faut d'abord être, enfin, je ne peux parler que pour moi, mais au départ, on est d'abord un grand lecteur, un boulimique de lecture. Dès l'adolescence, moi j'ai connu les débuts des collections de chez Marabout, les grandes heures des revues de science-fiction françaises qui étaient Fiction et Galaxie. Et tout ça, ça a forgé l'envie et forgé, préparé au déclic qui pouvait permettre de passer à l'acte, en fait. Quant au rapport entre la fiction qu'on écrit et celle des autres que l'on analyse, eh bien oui, on va trouver des choses qu'on n'a pas chez soi. On va imaginer que telle chose, sans pour autant la reproduire, c'est quelque chose d'intéressant. Excusez-moi. Donc ça nourrit, et ça nourrit forcément de manière inconsciente, on va dire. Hein. Même si on écrit un texte sur un auteur et qu'on sait là pertinemment bien ce qu'on est en train de dire de lui, par après, ça peut revenir sans qu'on l'ait voulu, en se disant, tiens, ça a été abordé comme ça, et si moi j'essayais de l'aborder autrement, ou d'en donner une version différente. Oui, les deux sont conjoints, en quelque sorte. Et même si je ne fais plus de critique au sens de la critique journalistique depuis un certain temps,
je continue à faire un peu de recherche et écrire de temps en temps un article sur tel ou tel, et en ne me limitant d'ailleurs pas à la littérature. Un ami m'a demandé pour une revue française il y a quelque temps un article sur le dessinateur Philippe Cazin, qui m'a été un peu difficile à écrire, mais où finalement je suis parvenu au bout. J'espère qu'il sera bien perçu. Et puis j'en ai écrit sur des auteurs, sur des thématiques. Oui, la littérature pure, c'est pas ma seule nourriture. Hein, la bande dessinée, les séries télé, mais j'ai jamais écrit sur les séries. Si, si. J'ai fait une conférence pour la Bila sur la série Doctor Who, qui aurait pu devenir aussi un essai plus conséquent d'ailleurs. Certainement, il y a toujours des liens entre fiction et réflexion critique. Le tout est de ne pas laisser l'un manger l'autre, et en particulier faire en sorte que la vision critique qu'on a de certains autres auteurs ne vienne pas contaminer ce qu'on est en train d'écrire soi-même.